Au siège de Libération, des coups de feu dans le hall du quotidien ce matin. Tout le monde est mobilisé ici, autour de Libération. Il faut aller très vite pour l'interpeller. On est dans une idéologie où on est à la traque d'un tueur. Vendredi matin, on le rappelle, qu'un homme également vêtu d'un grand manteau avait fait irruption dans le hall de BFM TV. Il avait tenté de tirer en menaçant un rédacteur en chef de la chaîne et un journaliste. Il a entendu l'homme dire voilà, la prochaine fois je ne vous raterai pas, je ne vous louperai pas. Le tireur parisien a-t-il été arrêté? Un homme qui correspond au signalement est ce soir en garde à vue médicalisée. Une opération suicide, et il voulait en finir. Le but étant de se faire tuer par la police. Aujourd'hui, nous allons rouvrir l'affaire du tireur fou. Une traque qui a tenu en haleine la France entière en novembre 2013. Rappelez-vous, le 18 novembre 2013, un homme armé d'un fusil à pompe s'introduit au siège du quotidien Libération. Il tire, blesse un assistant photographe et puis il s'enfuit. 2 heures plus tard, des coups de feu sont tirés à la Défense. S'ensuit une véritable chasse à l'homme qui va durer 3 jours. 3 jours pendant lesquels la PJ va travailler jour et nuit. Le mercredi 20 novembre, suite à une dénonciation, son identité tombe. Il s'agit d'Abdelhakim Dekar. Un individu loin d'être inconnu des services de police. C'est le 3e homme de la tuerie de la nation, l'affaire Ray Maupin, qui remonte à 94. Alors pourquoi réapparaît-il 20 ans plus tard? Qui est cet homme qui a défié la police? Quelles étaient ses motivations? Retour sur cette haletante chasse à l'homme. Paris, porte d'Issy. Nous sommes le 15 novembre 2013. Au petit matin, un homme armé d'un fusil à pompe se présente à l'accueil de BFM TV. Philippe Antoine, rédacteur en chef de cette chaîne d'information, est en train de discuter au comptoir avec le vigile. Il est 6h53. J'arrive à BFM TV comme tous les jours, un peu avant 7h du matin. Je récupère mes journaux comme d'habitude. Et à ce moment-là, je suis surpris, étonné par quelqu'un qui marche vite, qui descend vite les escaliers. Et là, je vois un homme qui sort une arme, qui me met en joue, qui dit quelque chose que je n'entends pas. Mais je vois bien que c'est une arme, je vois bien qu'il la projette une première fois, qu'il la baisse, qu'il la projette une deuxième fois. Et puis voilà. La scène dure moins d'une vingtaine de secondes à peu près. Il s'en va, sans courir, rapidement, et voilà. En un laps de temps très court, cet homme vêtu d'une casquette, d'une doudoune foncée sans manches et d'un sac noir évite donc une personne âgée et menace Philippe Antoine. Mais quelles pourraient être ses motivations ? Sur le moment, je réalise pas à 100% ce qui s'est passé. Je comprends très vite qu'il s'est passé quelque chose de grave parce que l'arme, je l'ai vue et que j'ai bien compris qu'a priori, c'était pas une arme factice, enfin que voilà, il y avait une intention de faire quelque chose. Et puis c'est en discutant avec le vigile qui était juste à côté et qui lui a entendu, n'a pas vu parce qu'il était plongé en cherchant les journaux, mais il a entendu l'homme dire voilà, la prochaine fois, je ne vous raterai pas, je ne vous louperai pas. Que signifie cette menace de mort? Pour la chaîne d'information en continu, ce genre d'incident est assez fréquent. Ils avisent tout de même les services de police. La brigade criminelle arrive rapidement sur place et ouvre une enquête pour tentative d'homicide. Elle exploite toutes les images possibles. Elle a entendu le journaliste, elle entend l'agent de sécurité. Elle essaye de comprendre pourquoi cette personne est venue au siège de BFM et RMC. Sur place, les enquêteurs découvrent 2 cartouches de calibre 12.
l'une de type Brenneck et l'autre à plomb multiple. L'arme est un fusil à pompe à canoncier, autrement dit, un fusil trafiqué pour être mieux dissimulé. Il dispose aussi des images de surveillance de BFM TV. Beaucoup d'éléments matériels donc, mais aucune piste solide pour retrouver l'auteur de ces menaces de mort. Le tireur court toujours. Bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM TV. Voici les titres du journal de 11h. D'abord, on partira tout de suite au siège de Libération. Des coups de feu dans le hall du quotidien ce matin. Lundi 18 novembre, il est 10h12, quartier de la République à Paris. Un nouvel incident a eu lieu au journal Libération. Comme à BFM TV, un homme armé d'un fusil à pompe a fait irruption dans le hall du quotidien. Mais cette fois-ci, le scénario est différent. Le gars, il rentre avec ce fusil à pompe, pareil, dans la main, sauf que là, il tire. Il tire pas sur le premier agent d'accueil, Morgan, qui est en train de faire des SMS sur son portable, alors qu'il l'a en ligne de mire, mais il tire sur un garçon qui est penché, en train de ranger du matériel. Et en fait, la balle part et lui traverse le thorax. D'une manière très lâche, il l'abat. Et ce jeune homme s'effondre. Lorsque l'homme entre, il tire donc une première fois dans le mur, puis une deuxième fois avant de toucher César, un jeune assistant photographe de 23 ans. Lucas, qui travaille à l'accueil du journal, était à seulement quelques mètres de lui. J'ai vu l'apprenti photographe en sang, mais sur le coup, on pense à se planquer. On ne savait pas si la personne était toujours là, on ne sait pas. Donc nous ce qu'on fait avec mon collègue, c'est qu'on sort de Libération, on va se planquer dans le parking, parce qu'on ne sait pas, est-ce que la personne nous suit, est-ce que la personne est là pour faire un massacre, on ne sait pas. En quelques minutes, la police et les autorités sont sur place. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, évoque une scène de guerre et qualifie le tireur de véritable danger. En jeu, la sécurité des citoyens dans les espaces publics. C'est le début d'une véritable chasse à l'homme. Tout le monde est mobilisé ici, autour de Libération, pour recueillir le maximum d'informations et d'éléments, et que tous les éléments que nous pourrons avoir sur l'espace public, sur les transports, seront utilisés pour, encore une fois, interpeller cet individu. Il faut, c'est la seule chose que je veux vous dire, aller très vite pour l'interpeller. En premier lieu, Manuel Valls décide de protéger tous les organes de presse parisiens. Des policiers sont placés devant chaque rédaction. Dans les minutes qui suivent, César, l'assistant photographe, est transféré à la Pitié-Salpêtrière. Son état est critique. On est vendredi matin sur BFM TV. La nouvelle de la fusillade à Libération tourne désormais en boucle dans les médias. Qui est cet homme ? Serait-il possible que ce soit le même qu'à BFM TV ? Et vendredi matin, on le rappelle, qu'un homme également vêtu d'un grand manteau avait fait irruption dans le hall de BFM TV. Il avait tenté de tirer en menaçant un rédacteur en chef de la chaîne et un journaliste. Il n'y avait eu heureusement pas de blessés. Mais qui pourrait être cet homme ? Armé d'un fusil à pompe, et surtout, pourquoi a-t-il choisi ce fusil ? Très répandu dans les années 90 dans le milieu du grand banditisme, cette arme est aujourd'hui soumise à autorisation. On en compte encore plusieurs dizaines de milliers en circulation. Le fusil à pompe est une arme assez classique qui utilise toutes les cartouches de calibre 12, aussi bien des balles que des chevrotines. C'est une arme assez spéciale parce qu'elle peut être utilisée par des forces de police, par des malfrats et par des chasseurs. Donc ça dépend énormément du type de cartouche que vous mettez dedans. Mais c'est une arme qui a une grande diversité d'utilisation. Mais en France, c'est vraiment une arme qui ne se vend pratiquement plus. L'homme au fusil à pompe est désormais l'ennemi public numéro 1. Les forces de police se déploient dans tout Paris. Mais à 11h45, soit moins de 2 heures après la fusillade à Libération, coup de théâtre. Ici, devant les tours de la Société Générale, dans le quartier d'affaires de La Défense, à l'ouest de Paris, un homme, effectivement, a ouvert le feu au pied de cette tour. Sur place,
Une quinzaine d'employés de la Société Générale ont assisté à la scène. On a entendu une énorme explosion. On n'a pas tout de suite imaginé que c'était un coup de feu et c'est en me retournant en fait que j'ai vu en face de moi à 10 mètres à peu près cet homme là qui rechargeait son fusil. Il tire n'importe où, n'importe comment. Il vise un groupe de gens, des ouvriers qui étaient là en bas pour fumer leurs cigarettes. Heureusement, il les loupe et heureusement, ça vient sur les glaces de la Société Générale. La fusillade aura duré quelques minutes. Le tireur s'enfuit et dévale les marches de l'escalier qui se trouve à l'arrière de la tour. Il relève une dernière fois la tête et tire un troisième coup de feu avant de se diriger cette fois-ci vers Puteaux. Près de 2 heures plus tard, aucune trace, aucune piste. Celui qui est désormais surnommé le tireur fou par les médias s'est littéralement volatilisé. Mais où donc peut être ce tireur? Les enquêteurs n'en ont pas la moindre idée, jusqu'à 14 heures. Heure à laquelle un homme se présente au service de police pour signaler qu'il vient d'être pris en otage par un autre homme armé. Ce dernier l'a menacé ici, au rond-point de Puteaux, 2 heures avant, et a exigé d'être déposé vers les Champs-Élysées. L'homme prétendait sortir de prison, être prêt à tout et en possession d'une grenade dans son sac. Évidemment, la traque reprend de plus belle. Sur ordre du tireur fou, l'homme pris en otage se dirige vers Paris. Le temps de rejoindre les Champs-Élysées en voiture. 20 minutes interminables. Traumatisé, ce retraité de 62 ans tarde à porter plainte. Le tireur a toujours un temps d'avance. Il arrive en haut des Champs-Élysées et il se fait déposer par l'automobiliste au niveau du souterrain qui passe sous l'Arc de Triomphe. Et il n'y a rien de plus facile pour disparaître que de se fondre dans la foule en marchant à une vitesse normale, sans courir. Il a son sac sur le dos, il marche sur les trottoirs de Paris, c'est impossible de le voir. Et là, tout le monde s'est dit, est-ce qu'il ne va pas aller attaquer RTL ou Europe 1 qui est dans le quartier? Et là, il se fond dans la foule. Donc il y a une espèce de chasse à l'homme qui s'installe. Et ce jour-là, la PJ a bon espoir de l'arrêter dans l'après-midi. Un dispositif impressionnant est mis en place. Des centaines de policiers sont mobilisés, que ce soit en voiture, à moto, à vélo. Le secteur est entièrement quadrillé par les forces de l'ordre. On prend tout ce qui est points stratégiques, c'est les points qui servent pour les transports, les points qui sont sensibles et également les points qui permettraient de quitter la France ou quitter tous les métros, tous les trains, tous les aéroports sont vraiment mis en vigilance maximum. Un hélicoptère vient en renfort, du jamais vu. L'hélico au-dessus de Paris, c'est rare. C'est très très rare parce que le survol de Paris est interdit, parce que le survol de Paris est dangereux, et parce qu'on n'a pas du tout l'esprit américain avec des hélicos qui survolent les villes avec des projecteurs. Oui, c'est vrai que c'était des recherches exceptionnelles. Un hélico, des dizaines de voitures, des centaines de policiers, c'est hors du commun une affaire comme ça. Les policiers correspondent sur les ondes en permanence. Et dans Paris, la psychose s'installe. Le tireur fou aurait été vu au métro Alma ou encore aperçu à Radio France. Les gens dans le métro qui se regardent de travers, qui scrutent les gens. Il y a une drôle d'ambiance ce jour-là. Et cet hélico, il est resté longtemps au-dessus des Champs-Élysées. Jusqu'à ce que, ils perdent la trace. Parallèlement, les policiers scientifiques arrivent au siège de Libération pour effectuer des prélèvements ADN et des expertises balistiques. Les cartouches retrouvées à BFM TV et Libération sont de calibre 12, de type Brenneck. Alors, cartouche Brennecke, c'est un type de balle, donc ça tire un seul projectile de la marque Brennecke, qui est une marque allemande. C'est une balle, un seul projectile. C'est des cartouches puissantes puisque c'est utilisé en France pour la chasse au sanglier. Capable de tuer un gabarit comme le sanglier, donc suffisamment puissante pour abattre un homme. Quant aux expertises ADN, elles commencent à parler. Sur une douille à Libération, il y a un ADN inconnu, masculin, qui a été identifié, qui était le même que sur une cartouche retrouvée par terre à la Défense.
Et c'était le même ADN aussi que celui prélevé sur la portière de la Twingo de l'otage. Donc la PJ était certaine que, en tout cas, sur ces 3 faits, c'était le même tireur. Or, cet ADN ne sortait pas dans le fichier des empreintes génétiques. Alors à qui pourrait bien appartenir cet ADN? L'homme qui n'apparaît pas dans le fichier national des empreintes génétiques serait-il inconnu des services de police? L'enquête piétine. La brigade criminelle décide alors d'éplucher les images de plus de 1000 caméras de vidéoprotection de la ville de Paris et de 9000 caméras de la RATP. Ils identifient le tireur à plusieurs reprises, mais ils réalisent qu'il change de tenue vestimentaire. Malgré tous ces indices, impossible de trouver son identité. Les autorités décident donc de communiquer et lancent un appel à témoins. À 17h, une conférence de presse est organisée par François Molins, procureur de Paris, et Christian Flech, le directeur de la PJ. Pour la première fois, il dévoile des photos du tireur extraites des caméras de vidéosurveillance. Il s'agirait d'un homme de type européen, âgé de 35 à 45 ans, d'une taille de 1,70 m à 1,80 m. Pour la tenue vestimentaire, il s'agit d'une veste 3/4 kaki pour les faits de libération, d'un pull vert et d'une doudoune foncée sans manches pour les faits précédents. Enfin, cet individu, sur les images en notre possession, est porteur de casquettes, lunettes et d'un ou 2 sacs qu'il porte en bandoulière. J'invite donc toute personne qui serait en mesure d'apporter un témoignage ou tout simplement des éléments d'identification de l'auteur des faits, de rentrer en contact sans délai avec la police judiciaire de Paris. Alors, à quel profil pourrait-il correspondre? Son look sur cette image, on a l'impression que c'est un militaire ou un fondu d'armée, quoi. On se demande si c'est pas un mec d'extrême droite. Il a un look un peu comme ça. Grâce à ces images de vidéosurveillance, un portrait robot est immédiatement diffusé. Une tactique peu commune pour la police judiciaire et qui peut se révéler à double tranchant. C'est quelque part un aveu de faiblesse si on ne l'a pas trouvé. Il nous a échappé. Il est monté dans le métro, on l'a raté, et c'est quelque part aussi, et surtout et encore plus, une réaction hyper professionnelle de dire voilà, on a du mal dans cette enquête, aidez-nous, on a besoin de vous. Et c'est vrai qu'il faut réfléchir avant de le faire. Parce que qu'est-ce qui va rester dans l'histoire? Est-ce que ce sera que la police ne le trouvait pas, donc elle a fait appel au public pour l'aider? Ou est-ce que ce sera la police a eu la bonne réaction qui consistait à demander à tout un chacun s'il avait vu cet homme? Lundi soir, le ministre de l'Intérieur dresse un premier bilan assez noir. Il y a évidemment un sentiment d'inquiétude, parce que tant qu'il n'a pas été interpellé, nous savons qu'il peut agir. Il a déjà agi par 3 fois, 4 fois si on y rajoute cette séquestration. Donc c'est un individu dangereux, et tant qu'il n'a pas été interpellé, on peut le considérer, peut considérer évidemment ce qui se passe avec beaucoup d'inquiétude. À la Salpêtrière, César, l'assistant photographe de Libération, est désormais hors de danger. Côté police, l'enquête est pour l'instant dans l'impasse. On mise beaucoup sur les retombées de l'appel à témoins. Tous les effectifs de police, tout le monde travaille toute la nuit. Alors les groupes d'enquête particuliers du 36, eux, ils ont travaillé, ils n'ont pas dormi. Je peux vous dire que du premier coup de feu jusqu'à la fin, la petite lumière du 36 était constamment allumée. Le lendemain, le mardi 19 novembre, tous les services judiciaires et policiers sont à l'affût. Le tireur, lui, leur échappe toujours. Le mardi, on a toujours cette peur qui peut ressortir de n'importe quel endroit pour pouvoir aller faire un acte n'importe où, quoi, en fait. On est dans une idéologie où on est à la traque d'un tueur. Les enquêteurs ont récupéré une nouvelle image du tireur, issue de la vidéosurveillance de la RATP. Cette fois-ci, il est de face, debout dans le métro. Les médias la diffusent en boucle. Les policiers disent c'est un vrai caméléon.
Il change de vêtements dans le métro, donc ça c'est assez intéressant. Et les enquêteurs disaient c'est étonnant parce que quand il agit, il est en tenue militaire, il est en tenue kaki, mais sa parka kaki. Mais dans le métro, il se change et là, il met une veste d'anorak rouge, un bonnet, il change totalement de look. Et quand il arrive à la Défense pour tirer contre un bâtiment de la Société Générale, par contre, il a enfilé à nouveau la parka kaki. Dès le matin, la police reçoit plus de 400 appels. L'appel à témoins a porté ses fruits. 120 vont être pris au sérieux. Cela fait désormais 24 heures que la fusillade à Libération a eu lieu. À ce stade de l'enquête, le profil qui se dessine est celui d'un homme déterminé, d'un solitaire. Ils savent aussi que cet homme est organisé car il change régulièrement de tenue vestimentaire. Et les transports parisiens semblent lui être très familiers. Petit à petit, les policiers se rapprochent donc de leur cible. Les enquêteurs vont se concentrer en priorité sur ces trajets. C'est quelqu'un qui se déplace très vite, c'est quelqu'un qui connaît très bien les transports en commun, c'est quelqu'un qui sait utiliser une arme et qui l'utilise plutôt pas mal. Mais alors, aurait-il pu agir seul ? On essaie de comprendre comment il a pu se déplacer aussi rapidement et être passé aussi rapidement inaperçu surtout. Complice, pas complice, voiture, pas voiture. Et donc c'est pour ça qu'on regarde tout ce qui s'est passé aux alentours, quoi, en fait, hein, grâce à la vidéoprotection. Les enquêteurs continuent de recevoir des appels. Le mardi soir, ils en comptabilisent 692. Ils avancent également sur ces déplacements. Grâce aux images de vidéosurveillance, ils identifient à plusieurs reprises le tireur dans les transports en commun. Tous ces trajets mènent vers Courbevoie. Le mercredi 20 novembre, l'étau se resserre. Il y avait déjà un service d'investigation qui faisait quasiment du porte-à-porte, qui essayait de voir où est-ce qu'il pouvait être. Et d'ailleurs, il était vraiment à portée de main. Et là, coup de théâtre. Un peu avant 19h, un homme se présente au commissariat de Courbevoie. Grâce aux images de vidéosurveillance, il aurait reconnu celui que les forces de police recherchent depuis 5 jours. Son nom, Abdelhakim Dekar. Dekar. Abdelhakim Dekar a un nom loin d'être inconnu pour les services de police parisiens. Très vite, ils le reconnaissent et ils font le lien. C'est le 3e homme de la célèbre tuerie de la Nation. Rappelez-vous, 1994, une affaire qui va faire la une de tous les journaux. 2 jeunes, Florence Ray et Audrey Maupin, âgés de 19 et 22 ans, abattent de sang-froid 3 policiers et un chauffeur de taxi lors d'un braquage qui a mal tourné. Au cours de la fusillade, Audrey Maupin perd aussi, lui, la vie. L'affaire de la Nation est d'une violence absolue. Tuernay, Bonnie and Clyde, les médias ne manquent évidemment pas d'imagination pour qualifier ce couple. En revanche, Dekar, le 3e homme, lui, à l'époque, il passe plutôt inaperçu. Retour 20 ans plus tôt. Nous sommes le 5 octobre 1994, le lendemain du drame. La tuerie de la place de la Nation, c'est un truc qui coupe le souffle de toute la France. Un matin, on se réveille et on apprend que 2 jeunes de 18-20 ans sont allés faire un truc mais totalement insensé. Tuer des policiers, tuer un chauffeur de taxi, course-poursuite dans Paris, coup de feu, fusil à pompe, vol d'armes à la fourrière. C'est insensé. Pour le grand public, la tuerie de la Nation, c'est avant tout l'histoire d'un couple qu'on qualifie à l'époque de diabolique, Florence Ray et Audrey Maupin. Mais ce que l'on connaît moins, c'est le niveau d'implication de leur complice, Abdelhakim Dekar. Le plan de Dekar, Maupin, dans une moindre mesure Florence Ray, c'est d'aller faire un coup d'éclat à la façon d'Action Directe. Mais ceux qui doivent aller sur ce plan-là, sur ce coup, pour braquer les gardiens de la paix à Pantin, c'est Dekar et c'est Maupin. Voilà.
Mais Florence Rell, qui est plus jeune que Audrey Maupin, qui est plus discrète, un peu effacée, elle est folle amoureuse de Maupin. Et elle veut l'accompagner, elle veut être de la partie, elle veut être avec lui, elle veut faire l'action avec lui. Et du coup, Descartes sera mis sur la touche. Donc il sera relégué au rang de 3e homme. Alors, quel est le rôle de Descartes dans cette affaire? Rapidement, les policiers découvrent qu'il a fourni l'arme du braquage. Il s'agit d'ailleurs d'un fusil à pompe. Jusqu'en 1995, soit 1 an après les faits, aucune autorisation n'est nécessaire pour se procurer cette arme. Il l'achète donc à la Samaritaine, mais va faire une erreur de débutant. À cette époque-là, effectivement, il l'achète avec sa pièce d'identité, ce qui est complètement débile. C'est un petit peu comme d'aller attaquer une banque ou faire un braquage avec une voiture immatriculée à son nom. C'était complètement stupide. Un choix que Descartes va payer le prix fort. Seulement 2 semaines après les faits, les policiers l'identifient grâce à cet achat, l'arrêtent et le mettent en garde à vue. Mais alors qui est ce jeune homme de 28 ans? D'où vient-il? Et surtout, quelles sont ses motivations? D'origine algérienne, Descartes est l'aîné des garçons d'une fratrie de 13 enfants. Sa famille vit à Algrange, en Moselle, puis déménage assez rapidement à Neufchef, une commune voisine. Son père, Larbi Descartes, travaille dans la sidérurgie. Sa mère est femme au foyer. Alors que ses frères et sœurs font tous de belles études, Abdelhakim, lui, ne suit pas la même trajectoire. Le début de l'adolescence est un peu compliqué pour Abdelhakim. Les parents sont dépassés et donc il fugue souvent, il est placé dans des foyers. Il a des petits problèmes scolaires aussi. À partir de la 5e, il commence à décrocher. Et donc il est assez rapidement orienté dans des filières techniques, ce qui le vit assez mal parce que c'est quelqu'un de fondamentalement intelligent. Voilà. Mais son mal-être transparaît dès l'âge de 13 ans. Les parents d'Abdelhakim Descartes le placent alors dans un institut catholique afin de le recadrer. Il y obtient un diplôme de chaudronnerie. Une orientation technique que l'adolescent vit mal, comme le constatera Daniel Zaguri, l'auteur de la contre-expertise psychiatrique de Descartes. Les échecs scolaires, puis l'incapacité de poursuivre par la suite des études comme ses frères et sœurs, ne sont pas liées chez lui à une faiblesse de l'intelligence. Elles sont liées à des facteurs affectifs, à une instabilité. En retrait, Abdelhakim Descartes accumule les échecs et souffre de ne pas briller aux yeux de son père. Une fois majeur, impossible de connaître la date exacte, il quitte sa région natale pour Paris. Mais qu'a-t-il fait une fois arrivé dans la capitale? C'est une des réponses que les enquêteurs cherchent à obtenir pendant la garde à vue de Descartes en 1994. Les gens le décrivent comme quelqu'un de très serein, de pas du tout ennuyé d'être là, sachant, c'est ce qu'il disait, qu'il allait sortir très vite, parce qu'en fait c'est un agent secret. Lors de cette garde à vue, Descartes dit aussi avoir été recruté par le consulat d'Algérie pour infiltrer les milieux d'extrême gauche. Très rapidement, il est établi que Descartes fréquentait depuis plusieurs années les anarcho-autonomes, une mouvance qui démarre dans les années 70. Composé d'étudiants, d'ouvriers, mais aussi de fils de bourgeois, ce groupe a un objectif, l'appropriation des biens par la lutte armée. Son mode opératoire, organiser des braquages et faire dégénérer les manifestations. La bagarre de rue faisait vraiment partie de l'esprit autonome. Il fallait se battre, il fallait aller affronter les fachos, il fallait aller casser les vitrines des magasins de luxe, c'était ça le mouvement autonome. La mouvance autonome, c'est aussi des squats à Paris ou en banlieue. En arrivant dans la capitale, Descartes élit domicile dans l'un d'entre eux, à Aubervilliers. Il aime ce mode de vie et se fait appeler Toumi, en référence au leader de la marche des beurs. Une marche contre le racisme et pour l'égalité qui a eu lieu en octobre 83. Mais fait-il réellement partie des leurs? J'ai discuté avec un certain nombre de ses camarades de l'époque, militants anarcho-autonomes, qui expliquaient qu'ils ne savaient pas qui il était. Ils voyaient Abdelhakim Descartes, dit Toumi,
dans les réunions, dans les squats à Nanterre, pour préparer des actions, des manifestations, des choses comme ça. Mais ne savait même pas où il habitait, ne savait pas le nom de sa petite amie, ne savait pas son numéro de téléphone. C'est aussi à cette époque qu'il rencontre Audrey Maupin, 22 ans, étudiant en philosophie à Nanterre, et Florence Ray, 19 ans, étudiante en lettres. Toumi, Abdelhakim Descartes, c'est quelqu'un qui parle bien, et qui, comme il est très mégalomane et mythomane, est quelqu'un qui prend une figure assez séduisante pour des jeunes militants qui veulent s'investir dans cette cause. Donc il devient assez rapidement l'espèce de mentor d'Audrey Maupin. Aurait-il donc sciemment manipulé Audrey Maupin, 22 ans, et Florence Ray, 19 ans? Pourquoi a-t-il approché la mouvance autonome? Des questions qui seront bien évidemment centrales au procès. Le procès de la tuerie de la nation s'ouvre 4 ans plus tard, aux Assises de Paris. Florence Ray est au centre de toutes les attentions. Abdelhakim Descartes, lui, n'attire quasiment aucun regard. Pendant les débats, il continue de soutenir sa thèse d'agent infiltré dans le milieu autonome pour le compte des services secrets algériens. Alors qu'en est-il? A-t-il tout inventé ou aurait-il agi sous couverture réellement? Ou alors ne serait-ce qu'une stratégie de défense afin de minimiser son rôle et donc évidemment sa peine? Lorsque le procès s'ouvre le 17 septembre 1998 devant la cour d'assises de Paris, Abdelhakim Descartes a 33 ans. Françoise Bérux, avocate des parties civiles, se souvient d'un homme peu concerné par les faits. Descartes s'est fait un petit peu oublier. Il était même atypique sur le banc des accusés. Un suspect ne se comporte pas comme ça, dans la mesure où il avait une parade. Pour lui, il faisait pas du tout partie du groupe Maupin et Ray. Lui, il était là en sous-marin. Il travaillait pour les services secrets algériens. C'était un agent, entre guillemets, double, l'homme de l'ombre. Donc, il n'avait strictement rien à faire avec eux, affirmant même ne pas connaître Florence Ray. Pourquoi et comment Descartes aurait-il pu intégrer les services secrets algériens? À l'époque, les magistrats n'ont que très peu d'informations sur cet homme. Ils savent juste que celui-ci a commencé son service militaire à Pamiers, en Ariège, à l'âge de 18 ans et que 3 mois plus tard, il a été réformé pour problème oculaire. Mais pendant le procès, Descartes revient sur cette période et donne une toute autre version des faits. À l'époque, ce qu'il nous dit, c'est que c'est une réforme plus ou moins arrangée ou couverte par les services secrets pour lui permettre d'entrer dans les services secrets algériens avec l'accord des services secrets français. Abdelhakim Descartes dit aussi avoir été engagé par Gérard Manzanal, un homme à 2 casquettes. Recruteur pour la Légion étrangère, il est surtout connu pour avoir été un membre du GAL, un groupuscule paramilitaire agissant pour le compte des services secrets français. Ce fameux militaire, effectivement, a été trouvé, parce que ce qui est très astucieux, c'est de d'énoncer des événements et les confirmer par des noms. Donc il a été entendu, il nous a indiqué ne pas avoir rencontré à aucun moment Descartes, mais il existe. Une tactique qui fonctionne et sème le doute dans les esprits. Mais alors, comment aurait-il pu rencontrer ce Gérard Manzanal? Aucune information à ce sujet. Une fois de plus, les magistrats sont dans l'impasse. Aurait-il pu s'inspirer de la carrière de son oncle, agent secret, mais surtout de son père, qui lui était un agent du FLN? Effectivement, il présentait sa famille comme héroïque, ayant participé à la guerre d'Algérie du côté du FLN et ayant payé d'ailleurs un très lourd tribut, puisqu'il parle de membres de sa famille qui ont été massacrés par les harkis. Donc il y a cette notion constante d'un héroïsme familial. Abdelhakim Descartes aurait-il donc inventé cette histoire en se remémorant des souvenirs d'enfance? Un trait, soulignons-le, caractéristique des mythomanes. En fin de compte, rien n'est prouvé pendant le procès, à part l'achat du fusil à pompe.
Mais dire c'est Descartes, sauf les déclarations de Florence Ray, qui est co-accusé, donc qui peut très bien le dénoncer pour finalement le coincer ou rendre ses comptes. Donc ça ne suffisait pas à emporter la conviction des jurés. Et c'est normal qu'il ait été acquitté sur le braquage de la Préfourrière. Il n'y avait pas suffisamment d'éléments. Le 30 septembre 1998, Descartes sera condamné à 4 ans de prison pour association de malfaiteurs. Quant à Florence Ray, elle écopera de 20 ans. Retour le 20 novembre 2013. Après 5 jours d'enquête et 3 jours de traque infernale dans tout Paris, les services de police connaissent donc l'identité du tireur fou. Leur objectif, interpeller Abdelhakim Descartes le plus vite possible. L'homme venu le dénoncer, celui qui l'héberge depuis 4 mois, leur indique qu'il se cache dans un parking à Bois-Colombes. Immédiatement, l'état-major est prévenu, des effectifs départementaux du département du 92 et des effectifs de la BRI et de la BRB parisienne travaillent d'une manière conjointe pour aller l'interpeller dans de bonnes conditions. C'est donc ici, au premier sous-sol de ce parking de Bois-Colombes, en banlieue parisienne, qu'Abdelhakim Descartes est arrêté le 20 novembre à 19h. Ce qui va évidemment surprendre les policiers tout de suite, c'est son état. Il est comateux, il est presque absent. Les policiers suspectent immédiatement une tentative de suicide. Mais pourquoi aurait-il tenté de mettre fin à ses jours ? Bois-Colombes. Il est 19h. Les policiers descendent prudemment au sous-sol du parking indiqué par le logeur. Abdelhakim Descartes est peut-être armé. Chaque voiture est scrutée une par une. À la place 60, un homme est découvert, allongé dans son véhicule. Il le trouve dans un état semi-comateux, car en effet, il a absorbé des médicaments en nombre suffisant pour ne pas pouvoir répondre à des questions, est un peu dans un semi-coma, mais pas en nombre suffisant pour pouvoir décéder. Et donc, le SAMU le transporte à l'hôpital Louis Mourier, qui est à proximité, pour justement qu'il reste en vie, parce que c'est important, et à ce stade-là, il est en situation de garde à vue. Les policiers commencent alors leurs investigations. Dans la voiture, ils retrouvent 2 lettres. Ils effectuent également des prélèvements ADN sur le suspect. Les policiers ont comparé son ADN avec l'ADN masculin inconnu retrouvé sur la douille à Libération, sur la cartouche à la Défense et sur la portière de l'otage, et ont vu et ont formellement identifié Abdelhakim Descartes dans la nuit du mercredi. Dès le lendemain, Abdelhakim Descartes est transféré à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, dans une salle de garde à vue médicalisée. Il est mutique et ne sort de son silence que pour confirmer son identité. Si Abdelhakim Descartes ne communique pas sur ses motivations, les enquêteurs disposent néanmoins de 2 lettres, retrouvées dans la voiture lors de son interpellation. Dans l'une, Descartes exige que son corps ne soit pas donné à la science. L'autre est un véritable pamphlet contre la société actuelle. Il accuse, je cite, entre guillemets, les médias de participer à la manipulation des masses, les journalistes étant payés, je cite toujours, pour faire avaler aux citoyens le mensonge à la petite cuillère. Je ferme les guillemets. Il stigmatise ensuite tour à tour le capitalisme, la gestion des banlieues, qui s'apparente pour lui, je cite, à une entreprise de déshumanisation portant sur des populations dont le grand capital ne veut pas. Dans cette lettre, Abdelhakim Descartes évoque aussi le djihad en Syrie, ou encore le printemps arabe. Son discours est confus. Il veut jouer au chat et à la souris avec la police, il est content parce qu'il leur échappe, il veut Médiatisation. Briller. Il veut briller, et en même temps, il veut pas vraiment faire le mal, quoi, finalement. Ah, si, parce que le mal est une partie de sa logique d'existence. Je pense que c'est quelqu'un qui est simplement en recherche d'une reconnaissance, qui ne sait pas passer à l'acte dans la réalité, qui ne sait pas aller jusqu'au bout, et que quand il est face à ce moment particulier, dans la rationalité qui est la sienne, il fait tout ce qui est fait pour ne pas être pris. Quand il sait qu'il va être pris, il fait tout ce qu'il peut pour se faire effectivement abattre par la police. Et quand tout ça ne marche pas, ou qu'il pense qu'il vient de rater cet épisode,
bien, il crée les conditions d'un vrai faux suicide, d'une vraie fausse folie, d'une vraie fausse irresponsabilité, parce que c'est toute son histoire. Le 21 novembre au soir, soit près de 24 heures après son arrestation, la garde à vue est prolongée. Côté famille, c'est l'omerta. Dès le 22 novembre 2013, soit 2 jours après l'arrestation de Descartes, une de ses sœurs, Salia, par l'intermédiaire d'un avocat, met en garde les médias. Concernant les faits dont le sieur Abdelhakim Descartes est actuellement mis en cause, Salia Descartes et sa famille proche me chargent de vous informer que celle-ci n'entretiennent et n'entretenait d'ailleurs plus aucune relation depuis près de 25 années au moins avec le sieur Abdelhakim Descartes. La seule à avoir brièvement communiqué avec la presse, c'est Farida, une autre de ses sœurs, installée à Londres. Sonia de la Salle, correspondante pour Libération, se souvient d'une personne littéralement sous le choc. En garde à vue, il a refusé de parler sur les faits, parce qu'il avait des vertiges, des trous noirs, aucun souvenir. Bon, c'était une stratégie. Par contre, il a parlé un petit peu lors de son interrogatoire de curriculum vitae, et il dit qu'il a passé un diplôme d'ingénieur en Grande-Bretagne et qu'il a travaillé comme cadre pendant 6 ans dans une usine hydraulique à côté de Londres. Abdelhakim Descartes aurait donc quitté la France à sa sortie de prison en 1998 pour se rendre de l'autre côté de la Manche, dans la banlieue de Londres. Il emménage dans cet immeuble d'Ilford, à quelques encablures de chez l'une de ses sœurs, Farida. Abdelhakim Descartes travaille dans le restaurant d'un centre commercial. C'est là qu'il rencontre un certain Sébastien, son futur hébergeur de Courbevoie. Il se marie à une étudiante turque du nom de Gamze Aras. Selon la correspondante de Libération, Abdelhakim Descartes est discret. Il ne semble pas chercher à nouer de nouvelles amitiés. C'est quelqu'un de très isolé, on n'a retrouvé aucun de ses amis, enfin le seul ami dont on a entendu parler, etc., c'est celui qui l'a hébergé à Paris. Donc en fait, c'est la seule personne qu'on ait retrouvée dans son entourage. Ici, il n'y a personne qui semble avoir été un ami, quelqu'un qu'il voyait souvent. Là où il a habité, ses voisins ne le connaissaient pas. Il n'a pas eu il s'est pas créé de relations de travail, de camaraderie. Pas vraiment, c'est clairement quelqu'un de très isolé. Quelques années plus tard, Descartes quitte Ilford pour Aylesbury. Il se marie une seconde fois avec Valentina, une lettonne, qui lui donnera 2 enfants, nés en 2004 et 2006. Cadre dans une usine hydraulique de la ville, il semble désormais plutôt bien intégré. Mais en janvier 2013, la cour de Saint-Alban le condamne pour violence conjugale. Verdict, il est condamné à 6 mois de bracelet électronique et à une assignation à résidence. Non seulement il ne devait pas s'approcher d'elle et des enfants et de leur adresse, de leur domicile, mais en plus il avait des restrictions très fermes au niveau de quand est-ce qu'il pouvait sortir ou pas sortir de son domicile. Parce que normalement, quand on a une assignation à domicile, en gros, il faut être chez soi entre 7h du soir et 8h du matin. Et lui, c'était, je sais plus, mais c'était 15h, quelque chose comme ça, où il fallait qu'il soit déjà chez lui. Donc, est-ce que c'était pour éviter qu'il aille voir les enfants à la sortie de l'école? J'en sais rien. Mais c'est vrai que c'était des conditions extrêmement fermes. En juillet 2013, une fois sa peine achevée, Descartes décide de revenir en France et s'installe provisoirement chez son ami Sébastien, rencontré à Londres, près de 10 ans plus tôt. Logé à Courbevoie, Descartes, qui vient tout juste de faire appel de sa condamnation en Angleterre, attend la décision de justice. Il espère garder ses droits parentaux. Et là, il a débarqué le 16 juillet 2013 donc, chez Sébastien en disant « je viens pour un mois de vacances et après je repars ». Sauf qu'il n'est jamais reparti. Et pour cause, parce que, bon, après, le 14 octobre, Descartes a appris que son appel avait été rejeté en Grande-Bretagne. Donc, il est déchu de l'autorité parentale, il n'a pas le droit d'approcher ses enfants, il n'a plus le droit de voir son ex-femme Valentina. Et donc, voilà, il a décidé de rester en France. Et il a expliqué à un moment donné à Sébastien que... il voulait faire une action, mais en général, sans projet bien précis. Le but étant de se faire tuer par la police. L'hébergeur Sébastien aurait donc accueilli Descartes sans être réellement au courant de ses projets. Il a 32 ans, il est d'origine arménienne et travaille comme cadre dans la finance.
Dans la nuit du 22 au 23 novembre, soit après 2 jours de garde à vue, Abdelhakim Dekar est mis en examen pour tentative d'assassinat, enlèvement et séquestration. Reste encore la question de l'arme. Où pourrait-elle bien se trouver Sébastien S? En sait peut-être quelque chose, souvenez-vous. Le 20 novembre 2013, quand Sébastien S, ce fameux hébergeur, se rend au commissariat de Courbevoie, il déclare quoi? Il dit avoir croisé Dekar la nuit précédente dans la montée de l'escalier de son immeuble, à 1h30 du matin. Et là, il lui signifie ne plus vouloir le loger. Fin du témoignage. Mais au fil de l'enquête, les policiers s'interrogent de plus en plus sur le rôle de cet hébergeur. Aurait-il pu cacher une partie de la vérité, notamment concernant cette fameuse arme? Le 25 novembre, soit 5 jours après sa mise en garde à vue, Abdelhakim Dekar est transféré à Fleury-Mérogis, toujours muré dans son silence. Il a même entamé une grève de la faim 2 jours plus tôt. L'enquête, elle, continue et le 12 décembre, les policiers convoquent l'hébergeur, Sébastien, pour l'entendre à nouveau. Cette fois-ci, l'interrogatoire prend une toute autre tournure. Visiblement, les policiers ont fait craquer l'hébergeur parce qu'il a dû se contredire dans ses déclarations. Et à partir de là, les officiers de la crime tirent sur le fil et le font parler. Il s'avère qu'il a aidé Dekar à démonter l'arme du crime, enfin l'arme qui a servi à tirer à Libération et ailleurs, et à la mettre en petits morceaux dans des poubelles. Et là, il a un autre rôle, il a un tout autre rôle dans ce qui s'est passé. Sébastien aurait donc aidé Dekar à se débarrasser du fusil à pompe. Un acte qu'il avait jusqu'ici dissimulé aux autorités. Pour quelle raison? Pour l'instant, impossible d'en savoir plus. Mais le 13 décembre 2013, l'hébergeur est mis en examen pour recel de malfaiteurs et dissimulation de preuves. De son côté, Abdelhakim Dekar est toujours en grève de la faim. Placé sous le régime DPS, détenu particulièrement signalé, il réclame le statut de prisonnier politique, statut sans lequel il refuse de parler au juge d'instruction. Dekar a accusé le juge alors de représenter, d'incarner la noblesse de robe, comme tous les magistrats, lui reprochait des tas de choses, enfin lui disait « libérez-moi, comme ça lors de l'épuration, il en sera peut-être tenu compte ». Souvenez-vous de Lucie Aubrac. Car la particularité d'Abdelhakim Dekar, c'est qu'il se considère comme un résistant. Il a d'ailleurs laissé une lettre à son logeur, une lettre adressée à ses 2 petits garçons de 8 et 9 ans dans laquelle il revient sur son rôle. Il dit un truc hallucinant à ses enfants. Donc la lettre, c'était « Mes petits, Ilia et Manoukian, je vous aime plus que tout au monde ». Et il leur explique son parcours de combattant irrégulier dans le mouvement clandestin non officiel. Et à la fin de la lettre, il dit « Après la Révolution, vous pourrez demander votre droit à un dédommagement en tant que mes fils parce que je combats. » Voilà, donc voilà. Parfois, il a un discours politique construit et parfois, ça part dans du pur délire. Un indigène, héros de l'armée de l'ombre, en guerre contre l'État et qui renversera le pouvoir établi. Voilà comment se présente Abdelhakim Dekar. À la fin, le juge lui dit « Mais la prochaine fois, je vous parlerai de César. Vous voyez de qui il s'agit ?» Dekar dit non. Et le juge lui explique il s'agit d'un jeune homme de 20 ans à qui on vient d'enlever la rate, qui s'est fait tirer dessus à Libération. Et là, Dekar répond un truc ignoble. « Ah, vous voulez parler des Rothschild, Dassault et tous les autres qui sont dans la grande finance, des gens qui travaillent pour eux, de ces gens qui financent des guerres? Eh bien, il faut choisir son camp. » Au premier abord, Abdelhakim Dekar semble avoir un discours d'extrême gauche. Mais en réalité, il aurait surtout une idéologie attrape-tout. C'est quelqu'un qui a récupéré à droite à gauche un certain nombre de traces idéologiques des années 70-80 et qui s'est créé son propre cocktail. En gros, anti-riche, anticapitaliste, etc. Ce en quoi il croit surtout, c'est à la révolte. Il lit Camus, Rousseau, Zola. Il se réfère aussi aux personnages de comics américains.
Batman, le défenseur des opprimés. Dans son état d'esprit, la vengeance serait un moyen d'exister. Pour quelle raison il choisit BFM TV, Libération et puis la Société Générale? Libération, il a un compte à régler, historique, très ancien. La manière dont il a été maltraité dans sa tête par Libération, et d'ailleurs Patricia Touranchot explique ça très bien dans un papier après l'identification de Descartes en disant effectivement, on a dit ce qu'il était et il n'a probablement pas aimé du tout la manière dont on a expliqué qui il était et ce que Florence Ray disait de lui d'ailleurs durant le premier procès de l'affaire Ray-Maupin. Et puis la Société Générale parce que c'était une banque très visible au milieu d'un endroit où on relaterait ses exploits. Et chaque fois, sans aller jusqu'au bout de la démarche, car autant on a un débat assez important, l'arme s'est-elle enrayée, ne s'est-elle pas enrayée, est-ce qu'il a réussi à la faire fonctionner ou pas? Moi, je pense véritablement que le drame de Libération est dû à une vraie erreur de sa part et pas à une volonté de tuer le pauvre assistant photographe qui était malheureusement dans la ligne de mire. Donc je pense que tout était une mise en scène pour réexister. Autant il aurait peut-être voulu que ça parte à BFM TV et c'est pas parti, autant c'est parti à Libération et je ne pense pas qu'il l'aurait souhaité. Reste à déterminer si cette mise en scène est un délire narcissique et paranoïaque relevant d'une pathologie mentale ou si Descartes était en pleine mesure de ses moyens. Les psychiatres, responsables des expertises du procès de 98, auraient-ils pu imaginer le scénario qui s'est déroulé en novembre 2013 ? Il y a une extraordinaire naïveté à penser que 16 ou 17 ans avant, on peut savoir comme ça, de façon claire, linéaire, certaine, quel sera l'avenir d'un homme et s'il fait partie des individus dangereux ou des individus qui ne poseront pas de problème à la société. Est-ce que cet homme est un malade? La réponse est non. Est-ce que cet homme présente des troubles de la personnalité? La réponse est oui. Autrement dit, Abdelhakim Descartes serait névrosé, mais responsable de ses actes. Un militaire raté, égocentrique et opportuniste. Ce qui est certain, c'est que cet homme est dépressif. On peut penser que c'est un suicide en fait, c'est une opération suicide. Il voulait en finir. Il avait été... Il arrive en France en juillet. Juste avant, il a été condamné par la justice anglaise pour violence envers sa compagne. Il n'a plus le droit de voir ses enfants. Il est débrouillé avec sa famille. Pendant toutes ces années anglaises, il a ressassé ses exploits d'antan, et tout en ayant une vie tout à fait banale. Peut-être qu'il se dit à ce moment-là que il va en finir, mais sur une action d'éclat, et il sera enfin quelqu'un. À coup sûr, le procès d'Abdelhakim Descartes bénéficiera d'une large couverture médiatique. Il soulèvera aussi de nombreuses questions sur la récidive et le système judiciaire français. Les enjeux du procès, c'est toutes les questions que va se poser la société sur son échec à gérer ce genre de personnage, à gérer l'après dans ce genre d'affaires, à gérer la surveillance de ce genre de personnes. C'est vrai qu'on peut pas surveiller quelqu'un pendant 15 ans, pendant 20 ans, mais je crois qu'on a failli quelque part. Mais le jour où il va passer en procès, qu'est-ce qu'il peut raconter? Je suis sûr qu'il sera extrêmement créatif. Extrêmement créatif. Donc un super complot? Un super complot, il a été forcé à le faire, il n'a plus aucun souvenir de ce qu'il a fait. On va peut-être jouer la déresponsabilisation absolue, la maladie mentale. Je suis sûr que sa défense sera extrêmement efficace. Le 15 janvier 2014, Descartes, l'auteur présumé des attaques de BFM TV et de Libération, a finalement arrêté sa grève de la faim. L'instruction, elle, se poursuit et son procès devrait avoir lieu courant 2015. D'ici là, la police réussira-t-elle à retrouver l'arme? Peu probable. Mais grâce à ce procès, peut-être en saurons-nous un peu plus sur le véritable rôle de l'hébergeur et surtout sur les motivations de Descartes. De son côté, Descartes, lui, rédige sa défense en prison. Que va-t-il pouvoir encore raconter? Les enquêteurs redoutent évidemment qu'il plaide l'irresponsabilité pénale et qu'à ce titre, une fois de plus, ils parviennent à se défiler. À bientôt pour de nouveaux faits Carl Zero.